Donc, on a dit que les neurones ascendants cholinergiques sont responsables de la désynchronisation corticale qu'on a mis en évidence grâce à l'enregistrement EEG des cellules corticales. Je ne sais pas si vous avez compris cette désynchronisation à l'état de veille, synchronisation au sommeil. Merci de me répondre. Est-ce que vous avez compris la désynchronisation corticale? D'accord. Donc, juste garder en tête que la désynchronisation, c'est que chaque groupe de cellules corticales est occupé à faire ses tâches propres à lui. C'est pourquoi on a cette désynchronisation. Mais pour l'état de sommeil, les cellules corticales ne sont pas occupées. Vous êtes endormi, les cellules corticales ne sont pas occupées, donc leur activité, elle est synchrone, c'est-à-dire comme si elles fonctionnent en même temps et de la même façon, contrairement à l'état de veille où chaque partie de cellule est occupée à faire ses tâches propres à elle. Donc, c'est pour simplifier les choses. Voilà, c'est le rôle de la formation réticulée dans l'état de veille. Le rôle dans la genèse de l'état de sommeil, comment? Euh, le sommeil occupe un grand tiers de notre vie. Il est défini comme la suspension des activités conscientes. C'est ça la définition du sommeil. Il n'y a pas d'autre définition. C'est la suspension des activités conscientes. Il comprend bien sûr deux états tout à fait différents. Il y a le sommeil à ondes longues, ou bien le sommeil calme, et le sommeil paradoxal, ou bien le sommeil agité. On ne va pas trop détailler le sommeil parce que vous allez faire le cours avec Dr Bororo. Euh, donc, ce n'est pas la peine que je détaille. Je vais juste vous donner une idée sur les activités enregistrées à l'EEG. Donc, le sommeil et la veille suivent une périodicité circadienne, c'est-à-dire sur 24 heures, en alternant avec l'état de veille. Comment le sommeil est généré? Il est déclenché par l'activation du noyau préoptique de l'hypothalamus antérieur, qui est le centre du sommeil. Ce noyau émet des projections GABAergiques, c'est-à-dire utilisant le GABA comme neurotransmetteur. Elles sont inhibitrices sur les neurones d'éveil de la formation réticulée. C'est très simple. Donc, le noyau préoptique envoie des projections inhibitrices utilisant le GABA sur la formation réticulée. Quand le noyau préoptique est activé, la formation réticulée est inhibée. Donc, le sommeil est déclenché et l'éveil est inhibé. Donc, c'est très simple. Là, c'est un encadré pour vous, comme ça, vous pouvez connaître cette exploration fonctionnelle qui est l'électroencéphalographie. Donc, l'électroencéphalographie, c'est la technique. L'électroencéphalogramme, c'est les tracés qu'on enregistre sur, bien sûr, le système informatique. L'électroencéphalographie est une technique qui permet l'enregistrement de l'activité électrique corticale au moyen d'électrodes de surface, bien sûr posées sur le scalp. On a dit que le système international utilise 19 électrodes et on l'appelle le système 10-20. Bien sûr, il est placé sur toutes les régions ou bien tous les lobes du cerveau. Il existe entre une et l'autre électrode une distance de 10 centimètres, 10 centimètres bien sûr entre chaque deux électrodes et ils permettent d'enregistrer l'activité sur la totalité, bien sûr, du cortex cérébral. L'activité corticale est enregistrée sous forme de variation de potentiel électrique entre deux régions voisines du cerveau à l'origine du tracé EEG. Bien sûr, l'EEG permet d'enregistrer l'activité provenant des cellules corticales pyramidales. Bien sûr, le tracé EEG, on l'appelle électroencéphalogramme. Donc, la technique, c'est l'électroencéphalographie. Le tracé, c'est l'électroencéphalogramme.
Dans l'état de veille, l'électroencéphalogramme est caractérisé par la succession d'ondes rapides et de bas voltage. Sont rapides, c'est-à-dire la fréquence est élevée. Bas voltage, elles sont petites. Les ondes, elles sont petites. De type bêta, donc les rythmes qu'on enregistre à l'état de veille, on a le rythme bêta dont la fréquence est de 15 à 30 Hz, c'est-à-dire 15 à 30 cycles par seconde. Et le rythme alpha, de 8 à 13 Hz, c'est-à-dire 8 à 13 ondes par seconde. Le tracé EEG est dit désynchronisé parce que l'activité corticale est désynchronisée. Je vous ai déjà expliqué ça. Donc, la veille calme, quand le sujet est éveillé mais calme, on enregistre l'activité alpha. Mais quand le sujet est éveillé mais en train ou bien occupé dans une activité particulière, c'est ce qu'on appelle la veille active, on enregistre cette activité bêta. Bien sûr, l'activité alpha, elle est enregistrée les yeux étant fermés. Bien sûr, le sujet est éveillé, les yeux fermés, on enregistre l'activité alpha. Par opposition, dans l'état de sommeil, les tracés EEG, il est synchronisé. Donc, l'activité corticale est synchronisée, comme si les cellules corticales fonctionnent en même temps et de la même manière durant le sommeil. Il est constitué donc d'ondes lentes et amples, contrairement à l'activité de veille qui est rapide et petite d'amplitude. De type delta, donc le rythme delta a une fréquence qui est inférieure à 4 Hz ou bien 4 cycles par seconde, et le rythme θ, donc la fréquence est située entre 4,5 et 7 Hz. Voilà les différents rythmes enregistrés par le G. Donc, pour l'état de veille active, on enregistre l'activité bêta. L'état de veille calme, les yeux fermés, c'est l'activité alpha. Pour l'état de sommeil, c'est l'activité θ dont la fréquence est située entre 4,5 et 7 Hz. Et l'activité delta pour le sommeil profond est située elle est inférieure à 4 Hz. Vous allez détailler ces rythmes-là dans le cours de veille et sommeil avec Dr Bororo. L'autre rôle de la formation réticulée, c'est le maintien de la posture et l'équilibration. Le tonus, il est défini comment? C'est l'activité ou la tension musculaire au repos en dehors de tout mouvement. C'est ça le tonus. La posture, c'est la position stable d'un segment ou bien du corps dans l'espace. La formation réticulée participe dans le maintien de la posture ou l'équilibre d'un membre ou l'ensemble du corps. Comment elle procède à ça? Donc, en augmentant l'activité tonique des muscles extenseurs et en diminuant l'activité tonique des muscles fléchisseurs pour un segment, un membre ou bien la totalité du corps. Et quelle partie de la formation réticulée qui participe dans le maintien de la posture ou l'équilibration? Il existe deux voies, une voie réticulo-spinale pontique médiane et une voie réticulo-spinale bulbaire latérale. Donc, la première, elle a une projection directe. La deuxième, elle a une projection directe et croisée sur la moelle épinière. Comme son nom l'indique, la formation réticulo-spinale pontique médiane naît de la réticulée médiane pontique et se projette sur la corne antérieure, bien sûr, ipsilatérale, et exerce un effet activateur sur les motoneurones qui innervent les muscles extenseurs antigravitaires. Donc, vous savez que la corne antérieure contient les motoneurones alpha. Donc, le rôle de la réticulée spinale pontique médiane, c'est qu'elle active les motoneurones des muscles extenseurs. Alors que la voie réticulée, réticulo-spinale bulbaire latérale, qui naît de la réticulée médiane bulbaire, la réticulée médiane bulbaire, la première naît de la réticulée pontique et la deuxième naît de la réticulée bulbaire. Elle a un trajet direct et croisé. Donc,
ipsi et contralatéral sur les motoneurones des muscles fléchisseurs du côté ipsi et contralatéral et exerce bien sûr un effet inhibiteur sur les muscles fléchisseurs. C'est comme ça, c'est que la formation réticulée participe dans le maintien de la posture, c'est en activant les muscles extenseurs et en inhibant les muscles fléchisseurs. C'est très simple. Et là, c'est un schéma pour récapituler et comprendre. À partir de la réticulée médiane pontique, à partir de la réticulée médiane pontique, on a une projection directe sur les motoneurones alpha des muscles extenseurs qui vont être activés. Voilà, c'est en bleu, vous avez le plus là, c'est une synapse qui est activatrice, excitatrice. Et à partir de la réticulée médiane bulbaire, à partir de la réticulée médiane bulbaire, on a une voie directe et une voie croisée, les deux vers les motoneurones des muscles fléchisseurs qui vont être inhibés pour bien sûr garder ou bien participer dans la posture et l'équilibration. J'espère que c'est clair. Je trouve que c'est très simple pour pouvoir comprendre et même le schéma vous permet de récapituler le texte. Et voilà, en conclusion, c'est un cours très simple. Donc, dans sa fonction ascendante, la formation réticulée maintient un état de veille en envoyant en permanence des influx au cortex cérébral par l'intermédiaire du thalamus. On parle alors de formation réticulée activatrice ou ascendante. Donc, il faut garder en tête que le système activateur ascendant participe dans le maintien de l'état de veille et la transmission de la douleur retardée et pénible, et bien sûr avec toutes les réactions qui l'accompagnent. Ceci est d'une part. D'autre part, la formation réticulée joue un rôle de filtre des informations sensorielles répétitives. Je vous ai déjà donné cet exemple. Et là, donc, vous ne perceviez pas le bruit fait par la ventilation de votre ordinateur jusqu'à ce que vous lisiez cette phrase. Ce bruit étant répétitif, l'information est stoppée. Donc, la formation réticulée joue un rôle de filtre des informations sensorielles répétitives gênantes en quelque sorte. Donc, cette partie ascendante ou bien qui a des projections ascendantes de cette formation réticulée est inhibée par les centres de sommeil, c'est-à-dire le noyau préoptique de l'hypothalamus. Et certains somnifères ou bien médicaments sédatifs agissent directement sur la formation réticulée. Donc, c'est ça, c'est le mécanisme d'action de certains médicaments qui sont d'ordre ou bien de type sédatif ou bien somnifère. Et dans sa fonction descendante, la formation réticulée, donc on a dit qu'elle participe au contrôle et maintien de la posture, dans le contrôle des fonctions végétatives, dans le contrôle inhibiteur de la douleur. Bien sûr, le maintien de tonus musculaire, c'est bien sûr dans la coordination des contractions des muscles squelettiques, en inhibant bien sûr les muscles fléchisseurs et en activant les muscles extenseurs. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour les gens qui ont participé. Merci pour votre attention et je suis à votre disposition pour des questions sur le groupe de Telegram. Je vous remercie et bonne soirée.